Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui est forcément important, le recrutement et surtout comment réussir à bien recruter sans se tromper. Donc, on va aborder notamment l'entretien structuré. On sait que le recrutement reste une décision qui est souvent risquée en entreprise. Beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux, en bien, en mal. Tout le monde a son avis sur l'art et la manière de recruter. Et en fait, on se rend compte que tout le monde ne voit pas le recrutement de la même manière. Alors, on critique beaucoup les recruteurs sur les réseaux sociaux, sur leur manière de recruter. C'est pas qu'ils manquent de compétences, au contraire. C'est souvent que les décisions peuvent être prises un petit peu dans l'urgence et pas forcément avec des outils toujours très fiables. Donc, alors, déjà, quand je vais parler de recruteurs, entendez traduisez, RH, ça peut être des consultants en recrutement, ça peut être le manager qui va faire partie de l'aventure du recrutement. Donc, je devrais dire intervieweur, mais souvent je dis recruteur pour toute personne qui va participer au process de recrutement. Déjà, je vais me présenter pour ça et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Amélie Favre-Guité, la cofondatrice de Madircom, qui est une agence de conseil et de marketing RH. Donc, on accompagne les entreprises sur toute la partie audit, formation, conseil, notamment sur l'intergénérationnel. À côté de ça, je fais aussi beaucoup de coaching, donc d'accompagnement sur la recherche d'emploi. Et j'ai notamment écrit des bouquins. Le tout premier sur les seniors en entreprise, donc comment les valoriser. Et là, je suis en train de finaliser un autre qui est sur la QVCT, donc comment améliorer le bien-être en entreprise avec plein de bonnes pratiques. J'ai forcément, pourquoi je vous parle de ce sujet, parce que j'ai recruté pendant plus de 20 ans, à la fois pour des TPE, des grands groupes, des startups, donc en tant que prestataire. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu. Et j'ai, sur le tard, appris qu'il existait une manière de bien recruter, qui était justement la manière des entretiens structurés, qui est une méthode qui vient du Canada et que j'ai approfondi de plus en plus et que je trouve assez passionnant. Il y a d'ailleurs un bouquin qui en parle très bien, qui est souvent en rupture de stock et qui est souvent difficile à trouver. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai les liens et les ressources, parce que je crois que je l'ai même en version PDF, mais chut, ça c'est entre nous. euh, donc, quand on parle de recrutement, il faut aussi envisager plein de choses. Souvent, il faut envisager le pire, c'est-à-dire que si on se trompe dans le recrutement, c'est pas seulement que ça va nous coûter de l'argent, mais ça va aussi nous coûter du temps, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à, euh, à recruter une nouvelle personne, à la former, à vérifier aussi qu'il n'y a pas eu de bêtises laissées par la personne qui est partie ou qu'on n'a pas réussi à remplacer. Donc, c'est beaucoup de crédibilité aussi pour les équipes qui vont donner de leur temps pendant cette phase de recrutement. Et encore une fois, l'idée, c'est de pas passer à côté d'un potentiel, d'une personne qui pourrait faire le job, notamment à cause de nos fameux biais. Et donc ça, c'est aussi une thématique que je vais aussi aborder. Le côté, tous les biais cognitifs, c'est humain, c'est normal. On est tous biaisés d'une manière ou d'une autre. C'est malheureusement inévitable. Alors, je sais qu'il y a plein de thématiques et j'ai notamment une amie qui a sorti un bouquin là-dessus sur les biais dans le recrutement. Et c'est quelque chose qui existe. La vraie question, c'est pas tant comment on va supprimer tous les biais, mais surtout comment on va encadrer le risque du fait que l'on va faire des choses qui vont être biaisées. Donc, encore une fois, c'est de chercher à poser un cadre. Le cadre est toujours ultra important. Encore une fois, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment on peut structurer un entretien, comment on peut évaluer des compétences plutôt que, et on va éviter le ressenti, le fameux feeling, parce que celui-là, c'est celui qui fait quand même très souvent mal, et on va voir comment on peut prendre des décisions qui vont être plus justes, plus sereines et plus facilement défendables, et surtout comment on peut faire pour prendre une décision à plusieurs, parce que c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est de ne pas forcément être tout seul quand vous recrutez, mais d'être plusieurs à recruter, mais de recruter tous sur les mêmes bases, la même manière, les mêmes outils et la même structure. Comme ça, on va passer d'un recrutement qui se fait au feeling, qui est pire des choses, mais qu'on a tous fait un jour ou l'autre, et on va passer à un recrutement qui va être outillé, qui va être structuré et qui va être totalement assumé parce qu'on aura réponse à tout. Et c'est ça qui est clairement aujourd'hui le plus important. Encore une fois, c'est imaginer un candidat qui a fait un excellent entretien, il a eu un bon discours, il y a eu un bon relationnel qui est passé. Du
vous avez eu un bon feeling parce qu'il a toujours très bien répondu à toutes vos questions. Et effectivement, les premières semaines sans intégration, ça se passe très bien. Et puis, on va avoir des petites difficultés qui vont apparaître. Peut-être que la personne va manquer un peu d'autonomie, peut-être qu'elle va avoir des difficultés relationnelles avec certaines personnes, peut-être qu'elle va avoir du mal à atteindre certains objectifs, qu'elle va pas être alignée avec vous sur les mêmes valeurs, elle va pas voir les choses de la même manière, vous n'allez pas arriver à vous comprendre. Et à un moment donné, ça va amener souvent à une cassure, et cette cassure peut amener à un départ de cette personne. Et l'objectif, c'est d'analyser la situation a posteriori. On va se rendre compte en fait que certains signaux étaient là, mais qu'on ne les avait pas vus. On ne les avait pas identifiés, on n'avait pas assez creusé. Encore une fois, c'est à travers les questions que vous allez poser pendant un entretien. Si elles sont trop généralistes, le top des listes que vous pouvez trouver sur Google, genre quelles sont mes qualités et défauts, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans, tout ça, c'est des questions qui sont beaucoup trop floues et qui n'amènent à rien. Et en fait, on se rend compte que les compétences clés n'ont pas été évaluées. C'est-à-dire quel est le besoin de l'entreprise, quel est le besoin sur ce poste, quel est le besoin de l'équipe exactement. Et en fait, les décisions, très souvent dans ces cas-là, se sont appuyées sur une impression, ce fameux feeling, ce côté, elle a pourtant bien répondu, elle avait l'air de maîtriser le sujet, elle savait, elle était ultra souriante. Ouais, la personne était très bien sur le papier, ou en entretien, mais effectivement, il y a eu une organisation qui fait que soit on a été tout seul à prendre une décision et comme la personne nous avait l'air sympathique, on a validé trop vite, soit effectivement on a été plusieurs et on n'a pas tous analysé la même chose, on n'a pas tous remarqué des éléments ou noté certaines choses qui fait que quand on s'est réunis, c'était juste ouais, elle m'a senti bien, ouais, elle avait l'air d'être compétente là-dessus. Effectivement, ça, c'est des situations qui arrivent aujourd'hui très souvent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne restent pas en période d'essai. C'est très souvent parce que le recrutement n'a pas été fait, on n'a pas pris le temps en tout cas de bien recruter. Et encore une fois, bien recruter, ça demande du temps. Dire à quelqu'un, il me faut quelqu'un, alors ça on dit toujours ça au prestat, hein, il me faut quelqu'un pour avant-hier. Oui, c'est peut-être quelqu'un pour avant-hier, mais encore une fois, il faut pouvoir creuser les bonnes questions en amont par rapport aux besoins réels, par rapport au poste. Derrière, c'est définir les compétences et les qualités qui sont nécessaires et effectivement de mettre en place tout un plan d'action qui va permettre de trouver la bonne personne et à chaque fois d'ajuster pendant les entretiens. Donc ça, c'est encore une fois, si l'entretien n'est pas suffisamment structuré, on va très souvent à la catastrophe. Encore une fois, l'idée, c'est pas de je veux pas tout banaliser et je veux pas non plus dramatiser surtout. Il s'agit pas de dire que les recruteurs font mal leur travail, mais de rappeler que le recrutement est par nature un exercice à risque. Encore une fois, il faut le prendre en considération. Et encore une fois, quand je dis recruteur, c'est le manager qui vient aussi rencontrer son futur collaborateur. Ça peut être un dirigeant dans une petite entreprise qui va rencontrer quelqu'un. Ça peut être un freelance qui décide de recruter son premier stagiaire, son premier alternant. C'est exactement la même chose. On doit s'y prendre de la même manière. C'est pas parce qu'on recrute un stagiaire, un alternant ou un salarié ou un directeur général qu'on va recruter différemment. L'exercice est toujours un risque. Et même si on est expérimenté, on peut se tromper. J'ai fait 20 ans de recrutement, je me suis des fois trompée. Pas parce qu'il y a de l'incompétence, encore une fois, mais parce que des fois, on décide de faire un choix beaucoup trop vite. Ou alors, on n'a pas creusé sur toutes les informations, donc on a des infos qui sont incomplètes. Ou alors parce qu'un client ou une direction nous met un peu la pression, donc on va aller plus vite que la machine, et c'est jamais bon quand on fait ça. Le recrutement, ça mélange forcément une dimension humaine, une dimension émotionnelle et une dimension stratégique. Ce qui en fait quelque chose de très complexe. Et effectivement, quand on mélange surtout de l'émotionnel, c'est là où il y a tous les biais qui vont venir se positionner. Et c'est là où l'erreur elle est pas liée à un manque de bonne volonté, encore une fois, mais par un manque de cadrage et de méthodologie. Donc c'est vraiment, on va passer, on va pas supprimer l'intuition, on va faire que l'intuition va être encadrée. OK pour l'intuition, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, important. Les erreurs classiques que l'on va faire souvent en recrutement, on les connaît tous, hein. La première, donc le fait de se fier un petit peu à notre ressenti. Le candidat est à l'aise, il est sympathique, il parle bien, on se dit que ça va bien fonctionner. Mais la sympathie, encore une fois,
c'est pas un indicateur de performance. Quelqu'un peut être très sympathique, peut sourire, c'est pas pour autant que la personne est performante. L'inverse est vrai aussi. C'est pas parce qu'une personne ne sourit pas en entretien ou qu'elle a l'air froide qu'elle n'est pas compétente. Donc il y a aussi ça qu'il va falloir. On a vu des personnalités, des personnes qui étaient très introverties, l'interaction avec les autres était très compliquée, mais qui avaient une performance qui était juste incroyable. Et donc se dire, bah, ok, on a besoin de cette performance. Maintenant, c'est comment on va accompagner ce collaborateur qui est très introverti, quelle est la bulle qu'on peut lui construire pour lui permettre d'être performant, parce que finalement, c'est ce qu'on lui demande. L'autre erreur fréquente, c'est aussi le fait de surévaluer le parcours ou le diplôme. Un beau CV, ça rassure, c'est sûr, mais ça ne dit pas forcément comment la personne travaille au quotidien. La personne a peut-être travaillé dans de très belles entreprises ou elle a peut-être fait une très bonne école. Encore une fois, ça ne présume pas de ses compétences. Et ça, c'est un des biais, on verra plus tard, qui est le plus fréquent et le plus terrible. Et encore une fois, c'est les questions qui vont être trop générales, des questions auxquelles tout le monde aussi sait répondre. Encore une fois, je vous parlais de les qualités, les défauts, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans, est-ce que les gens aiment travailler avec vous? La personne va dire non, en fait, ce genre de questions. Et encore une fois, c'est la réflexion qu'on a derrière ces questions. C'est les questions qu'on trouve en liste sur Google, mais c'est encore une fois, c'est est-ce qu'elles sont adaptées au profil et aux besoins de l'entreprise. Donc tout ça, on va les voir après également. Et il y a aussi la confusion entre le potentiel et la performance. On projette ce que en fait la personne pourrait devenir sans vérifier ce qu'elle a déjà fait en fait. C'est oui, la personne a été performante à un moment donné, mais est-ce qu'elle a le potentiel de faire les missions qu'on lui demande aujourd'hui dans un autre contexte, dans un autre environnement? Donc, est-ce qu'elle a le potentiel de continuer à apprendre? Est-ce qu'elle a le potentiel de s'adapter? Est-ce qu'elle a le potentiel d'avoir toujours cet esprit critique, cet esprit de synthèse pour pouvoir performer? Est-ce qu'elle a ce potentiel de faire des choses peut-être autrement, de ne pas avoir peur, de sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir performer comme on va lui demander de performer? Elle a été performante dans un contexte précis. Comment aujourd'hui, dans notre contexte, qui est peut-être pas le même, on peut l'aider à continuer à être performante? Donc, c'est est-ce qu'elle a ce potentiel qui va lui permettre d'être performante? Donc, ça aussi, c'est les erreurs qu'on fait souvent de confondre ce genre de choses. Et encore une fois, beaucoup de décisions vont être prises parce qu'il va manquer des critères qui sont importants. Alors l'idée, c'est quand on va recruter, on va voir qu'il faut qu'on ait une grille commune, et qu'il faut qu'on partage le cadre avec tous les autres qui vont intervenir dans la phase de recrutement. Encore une fois, c'est éviter que chacun décide avec ses propres filtres. Et très souvent, quand on organise des recrutements et que c'est réparti entre 3 ou 4 personnes, donc on voit d'abord le RH, et puis on voit le manager, et puis on voit peut-être encore quelqu'un d'autre. Et en fait, chacun a ses propres filtres et il n'y a aucune logique dans les discours, dans les questions qui vont être posées aux candidats par les uns et par les autres. Et ça, c'est important que ce soit ultra cadré pour qu'il n'y ait pas justement d'incohérence dans le parcours et qu'à chaque étape, on juge les mêmes choses pour vérifier qu'il y a cette cohérence. Encore une fois, on ne veut pas juger. Ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir affaire à toutes ces erreurs qui sont malheureusement, encore une fois, répandues. Et si on arrive à structurer tout ça, ça veut dire qu'on arrive à mettre de la méthode. Et ça, c'est, encore une fois, on peut être très compétent en recrutement. Si on ne met pas de la méthode, à un moment donné, on risque quand même de se tromper. Le feeling, encore une fois, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui parlent du feeling en disant bah oui, moi j'ai recruté au feeling, ça a très bien fonctionné, ou d'autres qui disent bah ouais, moi je me suis fié au feeling et ça n'a pas fonctionné. Souvent le feeling c'est un peu présenté comme quelque chose de un peu, on va dire, un gage de réussite. Non mais le feeling, vous savez, le sixième sens en fait. Le feeling, en fait, il repose sur des éléments qui sont très subjectifs. La manière de parler de quelqu'un, la manière de se tenir de quelqu'un, la manière qu'une personne va avoir de vous sourire, la manière dont vous allez créer du lien avec une personne. Ça, ce sont des signes sociaux, pas des preuves de compétence. Encore une fois, c'est oui, effectivement, une personne vous sourit, vous trouvez ça sympathique, c'est génial, c'est pas pour autant qu'elle est compétente. Donc, c'est pour ça que le feeling, en plus, c'est quelque chose qui se construit très vite. Moi, j'aime bien parler plutôt même des fois de stéréotypes. Parce que dès les premières minutes, dès les premières secondes d'un entretien, vous allez avoir un feeling, vous allez avoir une première impression. Et une fois que c'est installé,
Ben, en fait, ça va influencer toutes les questions qui vont suivre et ça va influencer votre décision finale. Le problème, c'est que ça va favoriser des profils qui vous ressemblent. Parce qu'on aime bien recruter des gens qui nous ressemblent. C'est un biais cognitif. Même style, même parcours, même façon de penser, même façon de parler, même façon de s'habiller. Et donc, c'est pas forcément les plus compétents qu'on va recruter, mais ce sont des personnes qui nous ressemblent et qui nous semblent beaucoup plus familiers. Bah oui, parce qu'on s'aime bien. Et donc, si quelqu'un agit comme nous, parle comme nous, fait comme nous, on va la trouver forcément beaucoup plus sympathique puisqu'elle fait les choses comme nous. Le feeling, c'est rassurant. Donc ça, il faut vraiment arriver à le mettre en haut de votre liste et ça vous donne l'impression de bien décider parce que vous avez eu un bon feeling. Mais en fait, il n'y a aucun lien avec la performance future. J'ai connu des entreprises qui avaient recruté, alors c'est notamment des startups, qui avaient choisi leur associé au feeling et ça a été catastrophique. Encore une fois, il faut se poser des questions sur quelle est la personne, comment la personne va arriver à se projeter, comment la personne va arriver, est-ce qu'elle a le potentiel pour faire certaines choses dans un contexte donné. Tout ça, c'est vraiment important. Euh, L'objectif, encore une fois, on va pas supprimer le feeling, c'est impossible de supprimer le feeling. Encore une fois, on va faire en sorte que ce ne soit pas le critère principal dans votre prise de décision. Il peut avoir peut-être quelques pourcentages, mais c'est pas lui qui aura le dernier mot dans votre décision, dans votre prise de décision à la fin quand vous allez dire oui, je le recrute ou je le recrute pas. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, l'intuition, ça donne souvent cette impression d'être ultra efficace. Parce que quand on a un premier feeling, c'est rapide, c'est fluide, c'est confortable. Mais on voit très bien que la recherche en psychologie, elle est très claire sur ce point. C'est l'intuition repose sur des raccourcis cognitifs. C'est là où on arrive beaucoup plus sur les biais, c'est-à-dire que notre cerveau cherche à aller vite tout le temps. C'est normal, c'est logique. Et en fait, il va combler les vides avec ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que le problème, c'est que si je prends deux recruteurs qui peuvent avoir des intuitions totalement opposées face au même candidat, eh ben, ça veut dire que l'intuition n'est pas stable. C'est pas quelque chose qui va se reproduire. Comment elle va se construire? En fait, c'est que le cerveau va ranger dans des cases les éléments qui pensent être similaires. C'est comme ça que vont se construire les stéréotypes et les préjugés. C'est-à-dire qu'il voit des choses qui ont l'air de se ressembler, hop, je le fous dans la même case dans mon cerveau. Et donc, bah, dès que je vois quelque chose qui ressemble, je dis, ah ben, il vient de cette case-là, lui. Ça, c'est l'intuition. C'est quand vous avez une intuition de déjà vu ou un feeling sur quelque chose. C'est parce que votre cerveau l'a déjà enregistré dans des cases dans votre cerveau. Il se dit, ah bah attends, ça vient de là. Ah, j'ai un feeling que ça va bien se passer. Parce que pour lui, toutes les personnes qui agissaient comme ça avant ou qui se comportaient de cette manière-là, bah, ça se passait bien. Donc, c'est dans la même case. Encore une fois, c'est se dire que l'intuition va prédire très mal, on le sait, du coup, par les études, que la performance future qu'une personne pourrait avoir au travail. Et encore une fois, elle est influencée par le contexte, par l'humeur, par la fatigue, ou même l'ordre de passage des candidats. C'est-à-dire que votre intuition ne va pas être la même en fonction de l'ordre des passages des candidats. Et on va le voir après, c'est que vous allez avoir des biais cognitifs qui vont qui vont se superposer parce que, bah tiens, lui, je l'ai vu en premier, du coup, il me sert de comparatif par rapport aux autres. Ah, mais le dernier, il avait l'air mais 10 fois mieux que les autres, ou le premier avait l'air 10 fois mieux, donc les autres ont l'air beaucoup moins bien. Tout ça, ça va être de l'intuition, d'un feeling qui est basé uniquement sur des biais cognitifs. Encore une fois, on va faire en sorte que l'intuition ne soit pas la seule à prendre une décision. On va l'encadrer, on va la confronter à des faits. Et c'est ça tout l'intérêt de l'entretien structuré, c'est d'arriver à confronter votre feeling, vos premières impressions avec des faits, d'où la méthode structurée qui va être ultra important. En général, vous avez 3 types d'entretiens. On parle d'entretien, mais il n'y a pas qu'un seul format. On a l'entretien non structuré qui est le plus courant, c'est-à-dire c'est un échange libre, ça ressemble plus à une discussion. Les questions varient des fois selon le candidat, si on a 20 minutes ou 40 minutes devant nous, et j'ai envie de dire si le recruteur fait l'entretien au doigt mouillé et en fonction de ton inspiration. C'est-à-dire il regarde le CV et à partir de là, il va commencer à questionner. Donc c'est clairement l'entretien non structuré. Celui-là, on va essayer de l'éviter, on est d'accord. On a l'entretien structuré qui, lui, va reposer sur des critères qui sont définis à l'avance.
C'est-à-dire les mêmes compétences sont évaluées pour tous les candidats. On a des questions qui vont être comparables et on va avoir une grille d'évaluation qui est commune à tous les candidats. Donc ça veut dire, encore une fois, ça demande de l'organisation et de la structuration. Ça, c'est ultra important. Au démarrage, quand on fait des entretiens structurés, on peut avoir cette impression que, on est un peu en mode robot et que ça manque de fluidité dans l'échange. Vous pouvez poser des questions qui sont, entre guillemets, «semi-structurées» pour juste mais l'idéal, c'est quand même de garder cette base de structuration. L'entretien, typiquement l'entretien semi-structuré, c'est-à-dire on a un peu des cadres, on a des questions qui sont communes à tous les candidats. On a un début de grille, mais on laisse quand même de la place à l'improvisation. C'est-à-dire qu'entre les questions et entre les grilles, on va ajouter des petites choses. Donc, vous pouvez de temps en temps, mais il faut que ça reste quand même minime. L'idée, encore une fois, il faut que vous soyez le plus à l'aise avec le côté structuré, cadré, parce qu'on a l'impression d'être tenu par des questions et une évaluation parce qu'on est en train de faire la grille devant le candidat. C'est pas forcément toujours évident. C'est quand même des entretiens qui sont assez différents. Et la preuve, ils produisent des résultats totalement différents. Mais encore une fois, si vous arrivez à faire un entretien structuré, alors si déjà vous démarrez avec un semi-structuré et que vous arrivez à finir sur un structuré, vous allez voir que votre décision va être beaucoup plus fiable. Et quand on vous demandera, mais pourquoi tu choisis ce candidat, vous allez pouvoir défendre sur des faits qui sont écrits noir sur blanc dans votre grille, parce que le candidat, vous aurez interrogé le candidat dessus, et le candidat vous donnera exactement la réponse que vous attendiez. Donc, c'est vraiment très important. On sait que toutes les méthodes de recrutement, elles n'ont pas la même capacité à prédire la performance future. Et ça, c'est un point essentiel et c'est souvent assez méconnu. On a l'entretien libre, donc qui est non structuré et qui est celui qu'on utilise le plus malheureusement. Mais c'est aussi celui qui va donc prédire le moins la réussite de quelqu'un dans un poste. Si on a un entretien structuré, encore une fois, la fiabilité, elle est meilleure parce que ça repose sur des critères qui sont clairs, qui sont partagés, qui sont comparables, tous les candidats étant questionnés sur les mêmes choses. Donc ça aussi, ça va être important. Après, on a les tests de compétences et les mises en situation. Ça permet aussi d'aller encore plus loin. Ça veut dire ça, les mises en situation, et moi je vous invite vraiment à en faire avec les candidats, ça donne accès à des comportements qui vont être observables. C'est pas juste le candidat qui vous explique ce qu'il sait faire ou pas faire, il est en train de vous le montrer. J'entends notamment, c'est la startup Peoplein qui fait des mises en situation. Vous en avez d'autres. Après, vous pouvez créer des études de cas. Alors, moi, je prône les études de cas qui n'ont rien à voir avec le besoin de l'entreprise. J'entends par là, c'est que si vous faites faire une étude de cas en lien avec un besoin concret que vous avez dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire travailler déjà un candidat sur quelque chose que vous pourriez utiliser ultérieurement, dans ces cas, il faudrait rémunérer le candidat pour ce qu'il est en train de faire. Par contre, quand vous faites réfléchir sur une étude de cas, ce qui compte, c'est de voir la manière dont la personne va réfléchir, va construire sa réponse, et donc sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le besoin d'entreprise, c'est-à-dire, je sais pas, vous voulez développer un nouveau produit, un nouveau parfum, bon, bah, là, vous allez parler de chou-fleur ou de carottes, encore une fois, pour que le candidat n'ait pas l'impression qu'il ait travaillé dans l'entreprise sans être rémunéré. Ça aussi, c'est très important, surtout, je fais le lien avec mon ancien webinaire sur la génération Z, très clairement, ce genre de méthode d'études de cas réelles dont les entreprises vont pouvoir se servir. Beaucoup de candidats, et je parle à tous les X et Y qui sont dans la salle, on en a tous vécu, on l'a tous fait et on a tous remarqué qu'à un moment donné ou l'autre, qu'on soit recruté ou pas, l'entreprise s'est servie de l'étude de cas. Donc ça, typiquement aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut plus de ça. Et je peux les comprendre. Donc encore une fois, travailler vraiment sur des études de cas fictives, mais qui permettent de valider la compétence d'une personne. Et si vous arrivez à combiner en fait tous ces outils, eh ben, c'est ce qui va vous permettre de réduire le doute, l'incertitude que vous allez avoir. C'est pas la complexité de la question qui est importante, hein, mais c'est encore une fois, c'est la cohérence. C'est-à-dire, c'est le discours avec l'entretien structuré me confirme que c'est un candidat qui est bon. Ensuite, je vais lui faire une mise en situation ou un test et qui va me permettre de me dire, OK, entre le discours et ce qu'il est en train de réaliser, je vois bien qu'il y a une cohérence. Donc, c'est le candidat dont on a besoin. Et ça, c'est le meilleur moyen pour vous de sécuriser aujourd'hui une décision de recrutement.
qu'on soit RH ou manager, pour être sûr que personne ne va vous dire: «Non mais pourquoi ci, pourquoi ça?» Vous avez toutes les justifications, qui prouvent qu'avec le cadrage et la méthode, et ben, clairement, vous faites les bons choix. Et là, j'ai envie de vous partager quelques questions qui vous permettent de comprendre exactement bah, vos pratiques. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais pour prendre conscience. C'est sur quels critères vous décidez aujourd'hui, quelle place je donne au ressenti, est-ce que mes entretiens sont comparables, sur quoi repose ma décision finale, qu'est-ce que je pourrais objectiver davantage. Encore une fois, quand vous vous posez ces questions, l'objectif, c'est de se dire: «OK, est-ce qu'il y a effectivement des choses qu'il faut que j'améliore dans mes recrutements aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans mon processus actuel pourrait, être changé, pourrait être amélioré?» Et ça va vraiment être le point de départ, après de vos futures pratiques. Je vous parlais également des biais cognitifs. Ils sont importants, nos biais cognitifs. Hop, je regarde juste, non, c'est bon. Parce que, c'est normal, encore une fois, on est tous biaisés, dans notre quotidien et donc encore plus pendant nos entretiens, mais dans notre quotidien, on est déjà tous biaisés. Encore une fois, en entretien, notre cerveau, il fonctionne pas comme quelque chose de rationnel. Il fonctionne pour gagner du temps, il veut économiser de l'énergie. Donc quand vous allez être face à un candidat, il y a beaucoup d'informations à traiter. Il y a le discours, ce que la personne est en train de nous dire, il y a l'attitude, il y a le parcours, il y a les réponses, il y a le contexte et forcément le cerveau, s'il veut faire face à tout ça, et ben, il va utiliser des raccourcis. Encore une fois, il va tout mettre il va ouvrir des tiroirs qui est là, où il avait déjà tout rangé et encore une fois, alors ces raccourcis sont pas forcément mauvais, ils sont nécessaires dans notre vie de tous les jours, hein, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Si, vous êtes en voiture, vous roulez, vous voyez en face de vous une voiture qui est en train de freiner, bah, vous freinez aussi. C'est un raccourci que votre cerveau vous a mis dans une petite case en disant: «Bah, si vous voyez, les feux arrière s'allumer ou si vous voyez une voiture se rapprocher, vous freinez». OK? C'est tout à fait logique, c'est un raccourci classique. Mais en recrutement, c'est les raccourcis que le cerveau va nous proposer, ça peut aussi nous induire en erreur. C'est-à-dire que le cerveau, il va combler toutes les zones d'incertitude, toutes les questions qu'on peut se poser. Quand une information va manquer, il va parfois inventer sans que l'on se rende compte qu'il est en train de nous inventer une justification, en train de dire il va nous inventer une nouvelle case où il va mettre les choses dedans. Encore une fois, le cerveau aime ce qui est familier. Plus c'est quelque chose qu'il connaît, plus il aime ça. Ce qui ressemble à ce que l'on connaît déjà, bah, c'est forcément rassurant. C'est cohérent pour nous puisque c'est quelque chose que l'on connaît, qu'on en a déjà vu. Si c'est quelque chose de nouveau, bah, ça peut un peu nous faire peur. C'est normal, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Hem, Encore une fois, le cerveau confond souvent une histoire qui va être bien racontée avec une réalité qui est solide, avec des faits. Et c'est pour ça que la structure de l'entretien structuré est importante. On va ralentir la décision, du cerveau et on va reprendre la main, encore une fois, avec les faits. Donc ça, c'est vraiment arriver à encore une fois, à comprendre que c'est normal d'avoir ces biais, c'est normal que notre cerveau veuille aller plus vite que la machine. Ce qu'il faut, c'est l'aider à ralentir. Les biais les plus fréquents en entretien, vous en connaissez certainement plein. Il existe des centaines de biais cognitifs. On en a en recrutement qui reviennent assez souvent. On a le biais de similarité, encore une fois, c'est on préfère une personne qui nous ressemble. Elle a le même parcours, la même façon de parler, les mêmes références, les mêmes loisirs et en fait, sans s'en rendre compte, on va confondre proximité et compétence. Elle nous ressemble, on l'aime bien et donc parce qu'on l'aime bien, inconsciemment, on va lui donner des compétences en plus. On a le cas notamment j'ai plus le site, qui avait fait une étude sur les photos de profil, notamment que ce soit sur les sites de rencontres ou du LinkedIn, du Facebook, peu importe. Et en fait, une personne qui sourit, inconsciemment, on lui donne plus de compétences qu'à une personne qui ne sourit pas. Notre cerveau est quand même assez magique. L'effet de halo, c'est aussi très fréquent, c'est-à-dire que c'est une caractéristique positive, comme, une personne qui parlerait bien à l'oral, par exemple et bah, ça va influencer l'ensemble de notre jugement. Si la personne, je sais pas, elle utilise des mots savants, elle formule bien ses phrases, encore une fois, on va attribuer inconsciemment des qualités à cette personne que l'on peut pas vérifier. Ah mais parce qu'elle parle bien, elle va bien se défendre devant les clients, elle va être capable de non,
Là, on est en train de supposer quelque chose que l'on ne peut pas vérifier. Donc c'est encore une fois, l'effet de halo est aussi difficile là-dessus. On a l'effet de contraste, c'est ce qu'on justement, quand on va comparer les candidats entre eux, on les compare pas, par rapport au poste, c'est-à-dire je prends un candidat et par rapport au poste, c'est là où je fais ma comparaison, par rapport à mon besoin. Non, je compare les candidats entre eux. C'est-à-dire qu'un candidat qui paraît excellent, simplement parce qu'il passe après un profil qui est peut-être plus timide, plus réservé, avec lequel on a moins fité, et ben bizarrement, on va lui donner plus de compétences. Alors que c'est simplement parce qu'on a comparé les candidats entre eux, au lieu de comparer le candidat avec le poste. Et donc ça aussi, c'est important. Le biais de confirmation, ça va nous pousser, encore une fois, c'est classique, mais ça nous pousse à chercher les éléments qui vont confirmer notre première impression. Donc, on a eu une première impression, notamment avec l'effet de halo, et en fait, avec le biais de confirmation, je vais chercher la confirmation de cette première impression. Donc, ça marche dans les deux sens. Si ma première impression est bonne, je vais chercher la confirmation de cette bonne première impression. Si ma première impression est mauvaise, je vais chercher la confirmation de ma mauvaise première impression. Donc, en fait, mon cerveau me pousse à aller toujours dans ce sens. On écoute ce qui va dans le sens de notre opinion initiale. Donc, c'est notre cerveau qui nous pousse à faire ça. Encore une fois, d'où l'importance de l'entretien structuré, du cadre, des règles, des questions qui vont être précises pour sortir et pour limiter ce côté intuitif qui n'est absolument pas. Et enfin, on a aussi le biais lié au contexte qui joue aussi un rôle assez important, c'est-à-dire lors de l'entretien. La fatigue que l'on peut avoir, l'ordre de passage des candidats, ça peut aussi influencer notre évaluation. Encore une fois, ces biais sont normaux. Hein. Vous faites un entretien tôt le matin alors que vous avez fait une nuit blanche, ça va pas être ouf. Vous faites un entretien à 14 heures après avoir mangé un énorme couscous, vous allez vous endormir, donc vous allez être moins attentif. Vous faites un entretien en fin de journée alors que vous êtes pressé de rentrer à la maison ou d'aller faire votre salle de sport ou je sais pas quoi, et bien forcément, vous allez écourter l'entretien. Tout ça, c'est normal, c'est humain malheureusement. D'où se dire, OK, comment je peux anticiper, comment je peux encadrer ça? Je donne la même chance à tous les candidats. Si c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je vais poser les mêmes questions et je vais faire en sorte d'analyser et de noter les réponses pour être sûr de pousser cette concentration. Encore une fois, il y a plein de choses que l'on peut mettre en place qui sont vraiment importants. On va juste zoomer sur trois biais. Donc le biais de similarité. Encore une fois, on a tendance à préférer les personnes qui nous ressemblent. Encore une fois, même formation, même manière de penser, même style relationnel. Ça nous met dans un confort qui nous pousse à prendre souvent une mauvaise décision. Le deuxième, le fameux effet de ballot, encore une fois, la qualité visible, encore une fois, souvent ça va être l'aisance orale ou la confiance en soi que le candidat va avoir en entretien, ça va influencer l'ensemble de votre jugement. Alors, on va supposer que le candidat est aussi compétent sur d'autres aspects parce que sur cet aspect-là, on lui a donné tout de suite une compétence qu'il n'a pas. Et donc, on n'a pas évalué réellement ni cette compétence, ni les autres. On va passer outre. Et le biais de confirmation, comme on a vu, qui est assez dangereux, encore une fois que l'opinion est formée, et souvent c'est rapidement, on va dire, dans les 5 premières minutes de l'entretien, on cherche inconsciemment à confirmer cette opinion. Et encore une fois, on pose certaines questions, on écoute certaines réponses et on en ignore d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment structurer l'ensemble. Ça, c'est des biais qui apparaissent très vite. Ces biais fonctionnent aussi en relation amoureuse. C'est la même chose, hein, entretien ou recherche d'amour. Ça marche aussi avec la famille. Encore une fois, dès les premières minutes, dès les premiers échanges, d'où l'intérêt de structurer et de ralentir le jugement que l'on peut avoir les uns par rapport aux autres. On a des biais qui sont liés au profil, au parcours et au profil du candidat. Le diplôme, ça va être un raccourci. On suppose qu'un bon diplôme garantit une compétence. Encore une fois, il faut pouvoir le vérifier derrière. L'âge est aussi un facteur de biais important. Je pense que là, en plus, comme on a une salle avec des âges très différents, c'est aussi important. Un candidat qui est jeune peut être perçu comme quelqu'un qui va manquer de maturité. Un candidat qui est plus senior, il va être perçu comme étant moins adaptable, moins motivé. C'est marrant comme le manque de motivation vient avec le plus on est âgé et moins on serait motivé. Tout ça, c'est des suppositions qui sont rarement fondées sur des faits. Encore une fois, alors c'est pas ah oui, mais moi je connais un tel qui, oui, c'est pas un cas,
qui va nous permettre de faire une généralité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et aussi les personnes qui se présentent comme ayant un parcours atypique. Il y en a plein qui font son entretien. Alors moi, j'ai un parcours atypique. Ce sont des personnes qui sont très souvent pénalisées. Parce que lorsque le CV rentre pas dans les cases habituelles, ça va susciter de la méfiance, encore une fois, inconsciemment dans la tête du recruteur, alors que c'est un parcours qui peut cacher plein de compétences transférables et plein de potentialités dès lors qu'il est bien expliqué. Donc il y a aussi à la fois le recruteur qui doit faire fi de son premier stéréotype de ah c'est un parcours atypique, mais il y a aussi l'importance et le rôle du candidat qui doit apprendre à se je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce terme, mais apprendre à se vendre, mais en tout cas à se valoriser, pour expliquer que dans un parcours atypique, il y a toujours un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est eux, c'est leur qualité, c'est leur envie, c'est le fait d'avancer, qui fait que chaque parcours devient logique, en fait. Et il y a aussi le style relationnel qui va influencer beaucoup notre jugement. Une personne qui va être discrète, si elle est en face d'une personne qui, elle, est plutôt volubile, elle va être perçue inconsciemment comme moins compétente. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous ressemble pas, forcément. Personne timide par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, on ne se reconnaît pas, donc on lui donne beaucoup moins de compétences. Une personne qui est au contraire très à l'aise, on va se dire: «Ah, elle est bien, elle a la tchatche, elle est performante». Et ça, on le voit souvent avec les commerciaux. Le commercial en entretien qui est capable de vous dérouler tout le discours et vous dites oh là là, c'est magique, il va aller me chercher des millions. C'est pas pour autant qu'il est performant. C'est un très bon beau parleur, mais c'est pas pour autant qu'il sera bon dans la réalisation de ses missions. Encore une fois, on a interprété quelque chose, on n'est pas allé chercher les preuves. Et donc c'est là aussi où c'est important. Rapidement, il y a forcément des risques. C'est-à-dire que quand vous allez parce que les biais cognitifs, ça pose pas forcément juste un problème de qualité de décision, mais c'est aussi un problème RH et juridique. Si vous prenez une décision et que ça repose sur des critères qui sont flous, ça repose sur des critères qui sont subjectifs, bah, c'est forcément injuste. Donc même si l'intention, entre l'intuition et l'intention, même si l'intention, c'est pas de discriminer, bah, en fait, l'effet, il est là, en fait. Et si vous ne formalisez pas vos critères, bah, ça va devenir difficile d'expliquer le pourquoi un candidat a été retenu plutôt qu'un autre. Donc encore une fois, le cadre va sécuriser votre process. Et c'est d'autant plus difficile si vous ne le faites pas, de justifier en cas de contestation. Si vous avez un candidat qui dit bah ouais, mais pourquoi vous ne m'avez pas recruté? C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Si vous n'avez pas un cadre précis, parce que alors, on a tous vu les réponses. Non, mais on a préféré recruter quelqu'un qui avait plus de compétences ou quelqu'un qui serait plus à l'aise sur telle et telle chose. C'est pas assez précis. Donc, encore une fois, il faut avoir des justifications précises. Si on prend des décisions qui sont biaisées, bah, forcément, ça va créer de l'incohérence. Deux candidats qui sont similaires vont être évalués différemment parce que peut-être un contexte, peut-être parce qu'ils n'ont pas la même école, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Et donc, c'est juste qu'on en a mis un de côté parce qu'il vient d'une école qu'on n'aime pas ou d'une petite école, et donc on présuppose quelque chose. Encore une fois, ça va nuire à long terme, voire même à court terme, à votre marque employeur, à l'image de l'entreprise, parce que les candidats qui vont ressentir l'injustice, ils vont en parler. On voit les effets qu'on a sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, bah, les gens vont avoir de moins en moins envie de rejoindre cette entreprise. Donc, c'est des difficultés en plus à recruter. Donc, c'est de l'argent que vous perdez. Encore une fois, l'effet boule de neige. Ça, c'est vraiment important de se dire, bah, si j'ai des méthodes qui sont claires, des décisions qui sont prises avec un cadre précis, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous au quotidien. Donc, comment on structure nos fameux entretiens maintenant qu'on a bien posé, plus que posé, l'ensemble du cadre. On a vu pourquoi c'était risqué le recrutement et pourquoi notre cerveau nous joue des tours. Encore une fois, c'est vraiment important de le comprendre. On va structurer l'entretien. Parce que ça, c'est forcément la bonne nouvelle, c'est ce que vous êtes tous venus chercher. Structurer, c'est pas forcément qu'on va chercher à rendre rigide et inflexible l'entretien. On va créer un cadre, on va créer quelque chose qui va protéger à la fois le recruteur et le candidat. On va s'assurer que tout le monde va être traité de la même manière et le plus juste possible. Quand l'entretien est structuré, encore une fois, les biais vont avoir beaucoup moins de place
Ils seront toujours là, mais ils vont prendre beaucoup moins de place parce que on revient en permanence, on va obliger en permanence notre cerveau à aller rechercher des critères qui sont définis à l'avance et je dis bien définis à l'avance. C'est pas le jour de l'entretien que je définis les critères que je vais évaluer. Ça se fait en avance. Donc la structure, elle va permettre de comparer les candidats de la manière la plus juste possible, ça va être le plus équitable possible et on va évaluer les mêmes compétences avec les mêmes types de questions. Encore une fois, c'est du confort, qu'on soit RH, manager, peu importe qui est la personne qui fait l'interview. Et c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être rassurant pour tout le monde de se dire, ben, au moins, je vais limiter mes risques d'erreur. Encore une fois, je sais pourquoi je décide, je sais sur quoi j'évalue. Ça, c'est vraiment important. Et cette décision qui va être du coup structurée, elle est beaucoup plus facile à expliquer. Encore une fois, qu'on soit un manager, un candidat ou n'importe qui. Donc, la structuration, elle n'est pas forcément toujours évidente. Et donc, le premier pilier à faire, c'est je vais, je vais clarifier le besoin réel. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça se fait, comme je disais, bien avant de rencontrer le candidat. Et c'est celle qui est la plus négligée. À chaque fois que j'interviens dans une entreprise pour les aider à mettre en place les entretiens structurés, c'est toujours la première chose, c'est OK, c'est quoi les questions qu'on pose? Non, on va même remonter encore un peu en avant. Très souvent, quand on démarre une phase de recrutement, on va nous chercher une vieille fiche de poste, hein, celle du candidat qui est parti, qui a démissionné ou quoi, qui a été licencié. On récupère ça et on la duplique sans vraiment se questionner. Ok, je veux la copie de Martine qui est partie parce que franchement, Martine, elle faisait bien son taf. Enfin, Martine, si elle faisait bien son taf, elle serait peut-être pas partie, c'est qu'il y avait un problème. Donc, on va tout remettre à plat. On se dit que comme ça a toujours bien fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison qu'on reparte autrement. Donc, on veut toujours repartir de la même base. Si vous cherchez un chargé de clientèle avec 3 ans d'expérience, imaginons, mais qu'on ne se demande pas ce que cette personne va faire au quotidien. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit répondre aux clients? Est-ce qu'elle doit gérer des situations qui sont difficiles? Est-ce qu'elle doit savoir prioriser quand il y a des urgences? Si ça, c'est pas clarifié, encore une fois, vous allez partir sur plein de questions qui ne vont pas permettre de valider ou de répondre à votre besoin précis. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que cette personne va devoir faire concrètement? Une fois en poste, au jour le jour, c'est quoi son job? Et encore une fois, il faut distinguer les attentes qui sont réelles en lien avec le job de ce qui va être supposé. Ouais, mais peut-être qu'elle va devoir avoir faire ça. Par exemple, on peut peut-être s'imaginer que il nous faut quelqu'un de ultra. Je veux quelqu'un qui soit ultra autonome. Alors, on le voit partout sur toutes les annonces. Hein, on veut quelqu'un d'autonome. Mais est-ce que c'est une exigence du poste ou est-ce que c'est, en fait, Martine, avant, quand elle avait le job, elle était ultra autonome. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a hérité de Martine et qu'on se dit, bah ouais, mais Martine a été comme ci, donc c'était bien pratique, donc on veut la même chose. Mais est-ce que c'est une compétence dont on a besoin? Encore une fois, c'est ultra important. Ça, c'est une étape qui permet d'aligner tout le monde, toutes les personnes qui vont intervenir pendant la phase de recrutement. Qu'on soit RH, qu'on soit manager, qu'on soit la direction, un collègue, peu importe, tout le monde doit chercher la même chose avec les mêmes priorités. Et donc, en fait, à chaque fois, si on cherche quelqu'un qui est effectivement autonome, à chaque étape, on va poser des questions un peu différentes, mais qui valident toujours cette compétence de l'autonomie. Si on ne clarifie pas ça, l'entretien, alors il va être, oui, très agréable, ça va être très sympathique de discuter avec cette personne, ça va être fluide, ça va être intéressant, mais en même temps, ça reste déconnecté des enjeux réels du poste. Et dans ces cas-là, c'est soit on recrute une personne sympa, soit on recrute une personne qui est adaptée aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est ultra important de se dire, OK, quelles vont être les missions de la personne et quelles vont être les compétences dont on a besoin pour réaliser cette mission. Et c'est là où intervient une erreur très fréquente dans le recrutement. On confond mission et compétences. Encore une fois, les missions, ça décrit ce que la personne doit faire. Par exemple, elle doit gérer un portefeuille client, elle doit animer une équipe, elle doit piloter un projet, elle doit suivre des indicateurs. Ça, c'est sa mission. Les compétences, c'est comment cette personne va s'y prendre, comment elle va s'organiser, comment elle va communiquer, comment elle va analyser une situation, comment elle va prendre une décision. Encore une fois, si je reviens sur la mission gérer un portefeuille client, ok, c'est une des missions, la personne doit gérer un portefeuille client. Mais cette mission, elle seule, ne dit pas comment la personne doit travailler. Est-ce que pour réussir cette mission, il faut mobiliser quoi comme compétences?
Est-ce qu'il faut savoir communiquer pour échanger justement avec les différents clients? Est-ce qu'il faut savoir gérer les priorités pour, arbitrer entre les demandes des uns et des autres? Est-ce qu'il faut être capable, de gérer des situations qui peuvent être un petit peu tendues de temps en temps? Est-ce qu'il faut faire preuve de rigueur? Est-ce qu'il faut faire preuve d'autonomie? Et à l'inverse, cette compétence, peut s'exprimer sur des missions totalement différentes. Si j'en reviens sur la capacité à prioriser, cette capacité à prioriser, elle est utile pour la relation client, mais elle est aussi utile en gestion de projet ou en management d'équipe. Donc, quand on ne fait pas cette distinction, l'évaluation qu'on va avoir, elle va être forcément floue. Et en fait, on parle souvent de poste, mais ce qu'on évalue, c'est est-ce qu'on évalue la manière dont la personne va travailler ou est-ce qu'on évalue le fait que la personne a déjà réalisé exactement la même mission précédemment? Et encore une fois, c'est recruter quelqu'un qui vient du même secteur, qui a fait déjà les mêmes missions, vous êtes en train d'évaluer une mission. Vous n'êtes pas en train d'évaluer une personne qui a la capacité, qui a les compétences, et donc j'entends là les compétences transférables, de réaliser votre mission. Donc c'est aussi ce qui est ultra important, de se dire: «OK, comment, la personne quelle est la mission que la personne va faire et quelles sont les compétences qu'elle peut, allouer pour réussir cette mission?» Et clarifier la différence entre mission et compétence, encore une fois, ça permet de poser les bonnes questions. On va évaluer ce qui va faire réellement la différence une fois que la personne va être en poste. C'est pas forcément ce que la personne a fait avant, dans le passé, mais c'est comment elle s'y est prise concrètement. Comment elle a fait les choses, comment elle a, organisé, anticipé, décidé, dans quel ordre elle fait les choses, de quelle manière elle le fait. Et donc si elle a cette capacité, ça veut dire qu'a priori, elle va être capable de faire cette mission. Donc ça va être ultra important. Et c'est là où, notamment dans les entretiens structurés, on a 2 grandes compétences. On a les compétences techniques et on a les compétences comportementales. Donc les compétences techniques, ça va concerner un peu le savoir-faire. Elles sont souvent assez visibles sur un CV, c'est assez facile à vérifier, c'est, le diplôme, une certification, une expérience précise, OK. La compétence comportementale, et c'est là où tout l'entretien structuré va prendre aussi son sens, ça concerne la manière de travailler. C'est-à-dire, c'est comment la personne communique, comment la personne priorise les choses, comment elle gère la pression, comment elle coopère les uns avec les autres. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va lire sur un CV. Alors oui, on a toujours la liste des compétences et qualités. Encore une fois, il faut arriver à les décrire. Ça, c'est 2 compétences qui sont indispensables en entreprise. On a besoin d'une personne qui a une expertise technique, mais si cette personne qui a une expertise technique n'a pas les compétences comportementales, vous allez avoir des difficultés. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire une personne qui a les compétences comportementales, mais qui n'a pas d'expertise technique, ça va être compliqué. L'erreur, c'est qu'on essaye d'évaluer les 2 de la même manière. C'est-à-dire que les compétences techniques, on va les tester, les compétences comportementales, on va les observer à travers des situations, sur lesquelles on va interroger la personne. C'est pour ça que l'entretien structuré, il va particulièrement être efficace pour les évaluer. Encore une fois, c'est on va, tester des compétences techniques et on va interroger et essayer de voir concrètement, avec des questions ultra précises, comment la personne se comporte, comment la personne s'organise, travaille, réagit. Donc ça, c'est avec les compétences comportementales. D'où l'intérêt tout à l'heure quand je vous disais de mixer les différents types de tests et d'entretiens que vous pourriez avoir, entre les entretiens structurés et les tests, les mises en situation. C'est ce qui va vous permettre de vous dire: «OK, les 2 se rejoignent et les 2 vont très bien fonctionner». Une autre erreur qu'on voit souvent en recrutement, c'est de se dire que tout est important, tout est indispensable. Quand, on démarre un brief avec un client et qu'on lui demande: «OK, que va faire la personne? Qu'est-ce qui est, essentiel ou qu'est-ce qui est, souhaitable?» Il nous fait une liste à la Prévert parce que tout est obligatoire. Alors qu'en fait, on a parfois quand même des choses, OK, qui sont, importantes, mais qui restent de l'idéal et donc dans ces cas-là, ce n'est pas indispensable, c'est souhaitable et beaucoup d'entreprises oublient de faire un peu cette distinction. Dans beaucoup de fiches de poste, souvent tout est présenté comme non négociable, hein. On cherche la personne parfaite, le fameux mouton à 5 pattes, hein, et on va passer à côté de profils qui sont quand même relativement solides. Juste attention à vos micros ouverts. Les critères indispensables sont, ceux,
sans lesquels la personne, en fait, va pas pouvoir réussir sur ce poste. Heu, Ça doit pas être très nombreux. Moi, j'aime bien dire souvent, c'est 3-4 critères indispensables. C'est des choses qui sont, réellement non négociables. Je reprends mon exemple de chargé de clientèle. La capacité à gérer des situations clients, difficiles, ça peut être indispensable. Par contre, la maîtrise d'un outil, d'un logiciel, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Donc c'est souhaitable, mais c'est pas exigé. Encore une fois, les critères souhaitables, ça va être des atouts. C'est quelque chose qui va apporter de la valeur, mais qui peuvent s'acquérir avec une petite formation, avec quelqu'un qui nous montre, ou si ça se trouve, si on se fait accompagner au bout de quelques semaines, c'est bon. Ça, c'est des critères souhaitables. Si vous faites pas si vous faites pas la distinction entre indispensable et souhaitable, vous allez éliminer des candidats qui potentiellement sont performants, mais c'est juste que vous avez réduit votre vivier de candidats et vous allez du coup allonger votre process de recrutement parce que vous cherchez une perle rare qui n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment important, encore une fois, de clarifier aussi ce qui est indispensable et ce qui est souhaitable. On recrute sur ce qui est essentiel pour le job. Ouais, alors je fais souvent la distinction entre ce qui est essentiel et important. Essentiel, c'est là aujourd'hui, à l'instant T, pour un job ou une mission, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui va vous permettre de réussir. L'importance, c'est tout ce qui fait votre carrière, tout ce que vous avez déjà pu réaliser. Tout est important parce que c'est grâce à ça que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire le job que vous faites, il y a peut-être que 3 ou 4 compétences qui sont essentielles. Donc encore une fois, on ne va pas oublier tout ce qui est important, c'est des choses qui sont là, qui font que vous êtes la personne que vous êtes. Mais aujourd'hui, on va valoriser ce qui est essentiel. Ça, c'est valable quand on a un profil junior et senior. C'est aussi important d'arriver à détecter ce qui est vraiment essentiel. Et ça, c'est l'étape clé, en fait, si vous voulez poser une base vraiment solide de l'entretien structuré. La grille d'entretien après, parce que j'arrête pas de vous parler de grille d'entretien. Une fois qu'on a clarifié le besoin avec le manager, les équipes, on va construire une grille d'entretien. C'est un outil central. La grille, elle va permettre de savoir précisément ce que l'on va évaluer. Encore une fois, l'idée, c'est d'éviter de se disperser et on va guider et on va être le plus équitable entre tous les candidats. L'idée, c'est on va les évaluer sur les mêmes critères, dans le même ordre, avec le même niveau d'exigence. Et c'est quand même assez sécurisant, qu'on soit RH, manager, peu importe, d'avoir cette grille parce que on va pouvoir prendre des notes qui vont être utiles, qui vont être factuelles et qu'on va pouvoir exploiter après l'entretien. Quand on va devoir comparer et prendre une décision tous ensemble, et ben, la grille va nous aider là-dessus. La grille, c'est ce qui va vous aider à prendre une décision finale. Elle va, comme vous allez comparer tous les candidats sur des bases objectives, vous allez pouvoir justifier à chaque fois tous vos choix en disant ben là il m'a dit ça, donc moi ça veut dire que tel machin là-dessus machin, et ben du coup c'est A plus A plus B, en plus on va voir qu'on va mettre des notes. Encore une fois c'est carré. Si vous n'avez pas de grille, c'est juste bah oui je me souviens il m'a parlé un peu de ça, puis j'ai bien aimé quand il m'a dit ça. On est sur de l'intuition, on n'est pas sur une prise de décision factuelle. Donc ça c'est vraiment important d'avoir cette grille. Et dans cette grille, on va y mettre des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, ça va être notamment les compétences et les qualités qu'on veut évaluer. Alors, souvent, j'aime bien limiter à 5, bon, on peut aller jusqu'à 8 maximum critères ce qu'on va évaluer si on veut rester vraiment concentré sur l'essentiel. Après, ça va devenir beaucoup trop compliqué à exploiter. Les critères, encore une fois, vont être directement liés aux missions du poste. Donc, c'est-à-dire que chaque critère que vous allez définir doit répondre à une question simple. Est-ce que cette compétence ou cette qualité est réellement nécessaire pour réussir à ce poste, pour réussir sur cette mission précise dans le poste? Donc, on a les critères, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être observable. Ça veut dire que c'est une chose assez simple, c'est on ne doit jamais, on va pas évaluer une impression ou un trait de personnalité. On va évaluer un comportement concret. On va, c'est quelque chose qu'on va interroger la personne en entretien. Typiquement, si quelqu'un vous dit ah, bah, moi je suis motivé, c'est pas observable. La motivation, c'est une impression. Par contre, observer des comportements liés à la motivation, c'est possible. C'est-à-dire, c'est la manière dont la personne parle d'un projet qu'elle a mené jusqu'au bout, ou la façon dont elle va décrire les efforts qu'elle a fournis pour atteindre un objectif. Là, vous pouvez observer la motivation qu'elle a
dans la manière qu'elle va exprimer les choses, les mots qu'elle va utiliser, vous dire: «Bah oui, effectivement, on a bien vu qu'elle était motivée». C'est pas juste parce que la personne dit qu'elle avait l'air motivée qu'elle l'était. Encore une fois, quand vous dites que quelqu'un, ce candidat, il avait l'air organisé, ça reste assez fou. C'est comment on peut observer l'organisation. C'est, comment, la personne priorise les tâches, comment il décrit sa gestion des délais ou des imprévus. Ça, c'est une manière que vous pouvez concrètement, analyser et observer la manière dont la personne fait, les choses. Pareil, quand on parle d'esprit d'équipe, tel quel, ça reste assez vague. Encore une fois, il faut les rendre beaucoup plus observables. Si je prends, l'esprit d'équipe, c'est, vous allez poser des questions. Décrivez-moi un moment où vous avez dû collaborer avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. À chaque fois, l'objectif il est le même, passer d'une étiquette d'impression à un comportement. Comment la personne s'est comportée. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui rend l'évaluation la plus fiable et forcément la plus juste. Et ça, c'est ce que vous allez partager avec toutes les personnes qui sont impliquées dans le recrutement. La cohérence, encore une fois, c'est ce qui va permettre une évaluation la plus juste et de prendre une décision qui va être la plus, solide possible et incontestable. Encore une fois, des critères clairs, c'est déjà rendre, le travail beaucoup plus facile. Donc on est vraiment sur 5 à 8 critères maximum, par poste, et toujours liés, à la mission, c'est obligé. Une fois qu'on a défini les critères, on va, reconnaître, qu'ils n'ont pas forcément tous la même importance. C'est là où on va, activer la pondération dans les critères. Donc on va avoir un niveau d'évaluation qui va être différent. Tous les critères, ne vont pas forcément contribuer à la réussite de la même manière dans le poste. C'est-à-dire, vous avez des critères qui vont être essentiels, encore une fois, d'autres qui vont être utiles, voire secondaires. Et donc on va pondérer, pour arriver à traduire justement ces critères et ces compétences par rapport à la réalité du besoin. Encore une fois, on va pas donner autant de poids à un critère qui pourrait être mineur qu'à une compétence qui est clé. Encore une fois, tout à l'heure, quand je vous parlais de, l'utilisation d'un logiciel, je vais pas mettre la même pondération sur l'utilisation d'un logiciel parce que finalement, c'est secondaire. Je reprends mon exemple de chargé de clientèle. La capacité à gérer des situations qui sont difficiles avec des clients est forcément beaucoup plus importante. Donc la pondération va être beaucoup plus importante sur ce critère. Euh, Tandis que la fameuse maîtrise d'un logiciel interne, ça c'est beaucoup plus secondaire. Donc la pondération elle va être totalement différente. Le critère qui est prioritaire, on va lui mettre forcément beaucoup plus de points. Euh, et à la fin, quand vous allez évaluer, en fait, pendant que vous allez faire votre évaluation avec le candidat en face, vous allez compléter la pondération. Encore une fois, c'est ce qui va être intéressant de se dire, OK, qu'est-ce qu'un niveau insuffisant? Donc, en fait, si on fait souvent une pondération de 0 à 5, à quel moment je pense que c'est insuffisant? Un niveau satisfaisant, c'est un niveau 1 ou un niveau 2? Qu'est-ce qu'un bon niveau? Toujours en lien avec le poste, hein, on fait toujours le lien avec ça. Se dire, OK, ce critère qui est peut-être comment je gère des clients difficiles, je lui donne quoi en pondération et comment je détermine à l'intérieur. C'est-à-dire que le critère numéro 1, je détermine que c'est insuffisant. Pondération numéro 2, ça veut dire que c'est bon, il y a un petit quelque chose, la personne sait le faire, mais elle n'a peut-être pas les codes. Numéro 3, face à un client difficile, voilà comment elle réagit. Et pondération numéro 4, ça veut dire que face à tel client difficile, elle va faire ça, 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 plus faire ça. Et pondération numéro 5, donc qui est le meilleur, c'est a priori, elle connaît la procédure, elle sait comment encadrer la personne, elle sait comment en parler, faire un compte rendu ou un rapport. Elle a déjà une expertise totale, donc effectivement, elle aura une pondération numéro 5. Ça, c'est ce qui va permettre de dire, OK, par rapport à chaque compétence, je fais une pondération et je dis exactement ce qui est attendu dans cette pondération. C'est-à-dire que si la personne a zéro connaissance de comment je gère une personne difficile, effectivement, elle aura la pondération 0 par rapport à ça parce qu'elle n'est pas en capacité de m'expliquer comment, dans une situation donnée, elle pourra réagir. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas la compétence. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pondérer et de rendre la grille, enfin la pondération, ça va vous rendre 1, 2, 3. La pondération, c'est ce qui va vous permettre de rendre la grille beaucoup plus lisible et beaucoup plus fiable. Et dès lors que tout le monde,
c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont agir dans le recrutement vont voir cette pondération, mais ils vont la comprendre de la même manière que vous. Encore une fois, on évite les biais. Donc, chaque item est expliqué noir sur blanc pour être sûr que tout le monde voit les choses de la même manière. Encore une fois, si je prends un exemple pour le chef de projet, capacité à prioriser et planifier, je vais lui dire que c'est lui essentiel, c'est à 35% essentiel. La communication avec les parties prenantes, c'est 25%. La prise de décision, c'est 20%. L'expertise technique spécifique, c'est 20%. C'est-à-dire que à l'intérieur, on voit bien que la technique ici, elle est importante, mais la capacité à s'organiser, à arbitrer, elle est centrale. Et là, encore une fois, la pondération, elle répond à une seule question. Si ce critère n'est pas maîtrisé par la personne, est-ce que la personne peut quand même réussir dans ce poste? Si la réponse est non, ça veut dire que c'est un critère qui est fortement pondéré. Si la réponse est oui, ça veut dire que le critère, finalement, il est souhaitable, voire secondaire, et que ce n'est pas un critère essentiel. Donc, ça veut dire que l'expertise technique et spécifique, ce n'est pas ce qu'on recherche le plus pour le poste de conseiller clientèle, par exemple, c'est plus la capacité à prioriser et à planifier. Encore une fois, c'est l'importance de cette pondération. Je prends un exemple avec le poste de chef de projet. Gestion des priorités, niveau faible, difficulté à exprimer ses choix, à expliquer ses choix. Priorité floue ou changement, ça c'est un niveau faible 1-2. Niveau satisfaisant, c'est organisation claire, arbitrage cohérent mais peu argumenté. Niveau élevé, priorisation argumentée, anticipation des urgences, action alignée avec les objectifs. Voilà, du coup, on a une pondération qui est bonne. On a les différents niveaux d'évaluation. Et donc, on va pouvoir dire, OK, sur cette pondération qui est à 35%, effectivement, il a un niveau d'évaluation qui est à 2 ou à 5 en fonction à chaque fois du candidat. Le score n'est pas là pour juger la personne. Le score va décrire un niveau de démonstration de compétences observable, mais encore une fois, lié à votre besoin. Et c'est ça aussi qui est important. Ça, c'est la question à se poser pour réussir à bien pondérer et à bien choisir des critères que l'on va évaluer lors d'un recrutement. C'est si vous ne pouviez garder que 2 critères pour recruter ce poste, lesquels choisisseriez-vous? Encore une fois, c'est dire, c'est quoi mes 2 critères indispensables? Si je devais choisir quelqu'un, et je reprends l'exemple de Pipeline qui fait beaucoup de stimulation, de tests de simulation, de mise en pratique des candidats. À chaque fois, elle oblige ses clients de choisir que 3 critères. Et je vois le client, oh, mais c'est pas beaucoup. C'est largement suffisant pour définir et pour décider si un candidat est bon pour un poste. 3 critères. Si derrière on pose les bonnes questions, on met les bonnes pondérations, vous allez voir qu'en fait c'est ultra facile. Je vous mets ici une petite checklist qui peut être disponible. Je l'enverrai aussi par email pour ceux qui le souhaitent, ou sinon je vous l'enverrai pour ceux qui me la demandent sur LinkedIn. Une petite checklist qui vous permet en fait encore une fois, c'est de poser le cadre et de définir aussi une pondération. Et ça, c'est ce qui peut vraiment être intéressant. Encore une fois, parce que je sais que la pondération, c'est pas quelque chose qui se devine, c'est assez difficile. C'est quelque chose qui va se construire à partir du poste, à partir aussi, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est à partir des risques et des situations que vous avez connues sur le poste, dans la mission. Encore une fois, c'est quelles sont les choses difficiles qui ont été vécues à ce poste et qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour y faire face. Donc, c'est aussi tous les irritants d'un poste, se dire, OK, quand il y a telle situation qui est difficile, qui est compliquée, ou quand on a dû faire face à telle chose, quelles sont les compétences dont on a eu besoin pour y arriver, ou quelles sont les compétences dont on aurait besoin pour y arriver. Plus vous allez mettre des mots sur ces irritants, et plus vous allez pouvoir définir les compétences qui sont essentielles pour recruter la bonne personne. Et puis après, on va structurer tout le déroulé de l'entretien. Donc structurer le déroulé de l'entretien, c'est pas forcément réciter un script avec les questions ultra précises. C'est encore une fois, on va donner un cadre clair à l'échange. On sait où on va. Chaque étape a un objectif qui est précis et rien n'est laissé au hasard. Ce qu'on veut, c'est aussi sécuriser l'échange qu'on va avoir avec le candidat. Parce que mine de rien, l'entretien structuré permet ça aussi. Ça permet de comprendre comment l'entretien va se dérouler, ce qui va favoriser aussi des réponses les plus vraies, les plus justes, les plus authentiques de la part du candidat. Pour le recruteur, comme le format d'entretien structuré, c'est aussi une meilleure gestion de son temps. C'est-à-dire on va éviter de passer trop de temps peut-être sur le parcours du candidat au détriment peut-être de compétences qui sont clés. Et c'est de se dire, OK, le déroulé qui est structuré, il va garantir, encore une fois, l'équité, parce que chaque candidat aura le même cadre et on va pouvoir beaucoup plus facilement comparer les choses. Donc la structure
n'enlève pas la qualité de l'échange que vous allez avoir avec le candidat. Au contraire, à mon sens, une fois qu'on est quand même habitué, ça renforce vraiment l'échange avec le candidat. Euh, les grandes étapes de l'entretien structuré, encore une fois, c'est vraiment une sorte de colonne vertébrale. La première étape, forcément, c'est l'accueil. On pose le cadre, on explique le déroulé, on donne de la visibilité au candidat. On va lui dire, l'entretien va durer environ 1 heure. Je vais d'abord vous présenter le poste, puis vous poser des questions sur votre parcours et sur des situations concrètes. Et enfin, nous terminerons par une mise en situation et vos questions. Encore une fois, on a posé le cadre. Ça, c'est ultra important. Ça va aussi aider le candidat à être moins stressé dans l'échange, de savoir exactement quelles sont les étapes par lesquelles il va passer. Ensuite, on va explorer un peu le parcours, c'est-à-dire que on va pas refaire tout le CV ligne par ligne, il n'y a pas d'intérêt. C'est d'arriver à comprendre les choix. Et c'est à ça que vous voyez si vous êtes en train de faire passer un entretien structuré, vous passez vous-même un entretien structuré, c'est que la personne ne vous demande pas d'expliquer ce que vous avez fait dans tous vos postes, mais elle vous demande d'expliquer les transitions entre certains postes. Elle vous demande de comprendre certains choix. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter ce poste? Qu'est-ce que vous retenez de cette dernière expérience? Et encore une fois, ils essayent de comprendre des mécaniques d'évolution et c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'évolution des parcours. La troisième étape, c'est les questions comportementales. Elle est essentielle. On va évaluer réellement les compétences. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû gérer un client mécontent. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait concrètement? Ça, c'est vraiment les questions comportementales. On va le développer un petit peu juste après. Et puis ensuite, il y a la mise en situation. Ok, imaginez qu'un client vous appelle très mécontent à propos d'un retard. Comment vous vous y prenez pour gérer l'échange? Encore une fois, c'est mise en situation. Vous allez voir comment le candidat arrive à rebondir par rapport à ça. Et après, on a la conclusion. On va refermer l'entretien, c'est-à-dire on répond aux questions du candidat, on explique la suite du processus, ultra important. Merci pour cet échange. La prochaine étape sera un second entretien avec le manager et nous reviendrons vers vous d'ici une semaine. Si vous dites que c'est une semaine, vous revenez au bout d'une semaine. Vous n'attendez pas 15 jours, 3 semaines, 3 mois. Vous faites pas de ghosting, c'est pas possible. Sinon, vous gâchez tout le plaisir de l'entretien structuré. Encore une fois, je donne un cadre clair, structuré, et donc je m'y tiens. Donc, on revient vers vous sous 15 jours, on revient réellement vers vous sous 15 jours. Parce que, alors ça, c'est assez horrible. Ça évite tout ça, ça évite vraiment de vous disperser. Et vous voyez, il y a certains cabinets de recrutement, allez, pour pas les citer, Michael Page, qui font typiquement des entretiens structurés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez vraiment cet accueil et ce cadrage qui démarre l'entretien. Et vous avez vraiment toute la chaîne. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que au moins, quand vous passez des entretiens avec des personnes qui connaissent les méthodes et les outils justement de l'entretien structuré, vous êtes rassuré que au moins, vous savez que vous êtes en face de personnes qui utilisent un cadre qui va éviter les biais cognitifs et qui donc va s'assurer de choisir véritablement la bonne personne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Les bonnes questions, quand on parlait des questions comportementales, on sait que c'est important. On n'aime pas les questions vagues des candidats où on garde en tête souvent que les candidats savent se vendre et donc en gros qu'ils ont appris des réponses à toutes nos questions un peu classiques. Parce que oui, on a des candidats qui se préparent très bien, je pense souvent aux commerciaux qui savent très bien se vendre. Donc ça, si vous ne posez pas les bonnes questions, encore une fois, vous allez produire des mauvaises décisions parce qu'il n'y a pas de cadre, parce qu'on n'analyse pas le comportement du candidat réellement. Le principe de la question, enfin des questions comportementales, ça repose sur le fait que prédire un comportement futur, si vous voulez le faire correctement, il faut qu'il y ait un indicateur lié au comportement passé, donc dans une situation qui va être similaire. Donc, on ne va pas demander à un candidat ce que le candidat ferait, on lui demande ce qu'il a déjà fait. Comment feriez-vous si? Non. Les questions, elles obligent le candidat à s'appuyer sur des faits. À quelle occasion? Dans quelle situation avez-vous? Parlez-moi d'une fois où. Ça, c'est d'une question comportementale. C'est une situation précise, c'est un contexte réel, c'est des actions qui vont être observables. Vous allez pouvoir mettre des petits points à côté. Et encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de comparer les candidats entre eux, puisque vous posez la même question, que vous allez aider le candidat à cadrer ses réponses aussi, et c'est ce qui va vous permettre à chaque fois de tout comparer.
Ça, c'est ce qui va éviter d'avoir plein de discours théoriques en entretien, qui, une fois qu'on a le candidat sur le terrain, une fois qu'il est embauché, on se rend compte que, effectivement, c'était pas très clair, c'était pas du tout ça qu'on avait besoin. Encore une fois, les questions comportementales sont vraiment essentielles pour ça. Et là-dessus, vous avez différentes méthodes. Vous avez la méthode STAR ou la méthode CAR. Les deux, je trouve, se ressemblent assez, mais permettent encore une fois d'aider le candidat à bien définir sa réponse pour répondre à votre question comportementale. La méthode STAR, donc, on va guider le candidat autour de 4 éléments. Donc, S pour situation, T pour tâche, A pour action, R pour résultat. C'est-à-dire la situation, c'est dans quel contexte le candidat se trouvait. Ensuite, la tâche, on veut comprendre l'objectif à atteindre. Dans les actions, on va lui demander exactement ce qu'il a mis en œuvre et les résultats pour les résultats obtenus. Si je prends un exemple, le candidat qui vous parle de gestion d'un client mécontent, vous pouvez l'amener à structurer sa réponse. Quelle était la situation? Un client insatisfait suite, je sais pas moi, un retard de livraison. OK. Quelle était la tâche? Quel était votre objectif? Il fallait que je rétablisse la relation avec le client, il fallait que je trouve une solution rapidement. Très bien. Et pour ça, vous vous y êtes pris comment? J'ai appelé le client, j'ai écouté son problème, j'ai proposé un geste commercial, et puis après, j'ai coordonné avec l'équipe logistique pour que tout se passe très bien. Très bien. Quel a été le résultat? Le client était content, il est resté, et du coup, la situation s'est apaisée, tout le monde était content, tout le monde est détendu, l'équipe logistique n'était pas stressée, et le client non plus, donc tout s'est très bien passé. OK, j'ai ma méthode STAR. Encore une fois, si vous posez la question et que vous voyez que le candidat part dans tous les sens, aidez-le avec la méthode STAR. Et puis, vous avez la même chose avec la méthode CAR. C'est une version plus courte. On va se concentrer sur le contexte, les actions et les résultats. C'est la même chose. Par exemple, c'est dans quel contexte ça s'est passé? Qu'avez-vous fait concrètement? Qu'est-ce que cela a produit? Ça, c'est vraiment des méthodes qui vont vous permettre, encore une fois, l'idée, c'est pas de piéger un candidat, mais au contraire, d'aider le candidat à structurer sa réponse. Moi, je sais qu'inversement, j'invite les candidats, quand un recruteur leur pose une question, à utiliser la méthode STAR pour y répondre. Pourquoi? Ça donne un cadre, ça donne des éléments, c'est-à-dire que même si le recruteur n'est pas formé à l'entretien structuré, il va avoir des éléments concrets qui sont observables et qui vont l'aider dans sa prise de décision. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est vraiment, avec ces méthodes, on voit que l'entretien, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de beaucoup plus fiable. C'est pas juste on raconte des histoires. Et encore une fois, c'est ce qui va permettre d'évaluer les compétences. Donc ça, c'est vraiment les deux les éléments qui sont les plus intéressants à utiliser pour, encore une fois, pour aider les candidats à bien répondre et à obtenir les éléments de comparaison dont vous avez besoin. Encore une fois, si le candidat ne parle pas de faits, ce n'est pas encore une réponse comportementale, donc on va le pousser, on va l'aider dans sa réponse et on va le guider pour qu'il trouve le plus possible. Encore une fois, c'est comment gérez-vous le stress? Ça, c'est une question floue. Parce que tout le monde va vous donner la réponse la plus théorique possible. Il va vous dire que le stress, il fait ça et ça, et que c'est bon, il sait gérer le stress. Non. Une question structurée, c'est parlez-moi d'une situation où vous étiez je sais pas moi, sous forte pression. Qu'avez-vous fait exactement? Lors de mon précédent poste, je remets dans le contexte, j'ai dû faire ça de telle et telle manière. C'est vrai qu'il y a eu un coup de pression de la part de la direction et des clients pour telle et telle raison. Voilà comment je m'y suis pris, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que ça m'a appris aussi sur moi. Et au final, tout le monde était content. J'ai fait une réponse en utilisant la méthode STAR, mais du coup, j'ai cadré, j'ai organisé, et l'idée, c'est pas de faire mon auto-promotion, mais c'est, en tant que candidat, d'affirmer une qualité, donc je vais l'illustrer, et donc ça va permettre aux recruteurs en face de pouvoir marquer effectivement, de pouvoir mettre des points en face et de me dire, OK, ce candidat sait faire les choses, maîtrise le sujet, et donc forcément la pondération va être plutôt positive. Je vous mets ici des exemples de questions par compétence. Il en existe plein, hein. Vous avez des petits livrets qui vous reprennent un petit peu tout ça. L'IA peut vous aider aussi, hein, dans l'absolu. N'hésitez pas. C'est pour la gestion du stress, parlez-moi d'une période où vous aviez plusieurs urgences en même temps, comment vous êtes organisé. Encore une fois, ça va aider. Pour le leadership, parlez-moi d'un moment où vous avez dû embarquer d'autres personnes autour d'un projet. Cette logique, c'est de forcer le candidat à raconter une expérience qu'il a vécue.
Et donc, encore une fois, on veut quelque chose le plus complet possible. Je veux pas, on n'a pas besoin d'une opinion du candidat, mais dès lors qu'il va suivre la structure STAR ou la méthode CAR, eh ben, vous allez voir que la personne va réellement réussir à expliquer sa compétence, le contexte, le résultat obtenu. Et ça va vous permettre en tant que futur recruteur de cibler une compétence, de déclencher l'exemple précis de la part du candidat et d'obtenir une réponse qui va être structurée. Encore une fois, plus la réponse du candidat est structurée, plus vous allez pouvoir comparer et évaluer chaque compétence de la même manière. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, ultra important. Et puis, il y a les mises en situation que j'aime aussi beaucoup utiliser. Les mises en situation, c'est ce qui va vous permettre justement, à un moment donné, de passer du discours du candidat à une observation qui est forcément la plus concrète possible. C'est-à-dire que le candidat qui vous raconte très bien, qui sait très bien expliquer ce qu'il ferait dans telle et telle situation, bah, la mise en situation, ça lui permet de voir ce qu'il fait réellement, là, ici, maintenant. Typiquement, bah, c'est lui donner un exercice à réaliser. Et donc ça, c'est on va comparer aussi les candidats sur cette base commune. Encore une fois, c'est le même exercice qu'on va donner à tous les candidats. Ce sont les mêmes consignes qu'on va partager. Ce sont les mêmes critères d'évaluation. Et encore une fois, en quelques minutes, ça nous permet d'observer des éléments qui sont vraiment précis. Et ça, c'est ce qui va vous donner des informations que l'entretien se déroule bien et qu'en même temps, comment je veux dire, s'il y avait eu que l'échange avec le candidat, même si on a les questions comportementales, la mise en situation permet vraiment de compléter. Et donc vous dire, OK, j'ai eu connaissance de telle et telle compétence, mais là, j'arrive vraiment à le voir sur le terrain. Donc d'avoir les deux, moi je trouve que ça se complète assez bien. Parce que on a à la fois les questions comportementales qu'on a eues en amont et en même temps ça va rassurer sur la prise de décision que l'on va réaliser par la suite. Après, il y a la prise de décision finale qui est aussi très importante. Encore une fois, on oublie le feeling, même s'il revient par la petite porte, on le met de côté. Ce qui va être important, la décision, même si elle est prise des fois un peu sous pression, parce qu'il y a un besoin urgent de recruter, parce que l'agenda est chargé, parce que tout le monde est fatigué, c'est là où on peut prendre beaucoup de raccourcis. L'idée, c'est d'arriver à aussi explorer les différents scores que vous allez mettre. En fait, quand vous allez utiliser la fameuse scorecard où vous allez mettre des points et pondérer, c'est vraiment votre boussole d'entretien. Elle va traduire le besoin du poste en critères qui sont clairement identifiés, que vous allez partager avec tout le monde. Elle formalise en amont les missions qui sont vraiment indispensables, les résultats qui sont attendus, les compétences qui sont essentielles, des compétences techniques ou des compétences comportementales. Et l'entretien, c'est la trame où on a évalué tout ça. Et donc, ça rend l'évaluation beaucoup plus objective. Et comme vous allez noter des faits et pas une impression globale, ça va forcément réduire les biais. Et quand vous allez comparer les uns avec les autres, vous allez pouvoir voir que les prises de décision vont être beaucoup plus, encore une fois, cohérentes. Dans encore une fois la scorecard, on ne va pas noter un feeling, comme on a vu tout à l'heure. On met vraiment des éléments on va s'appuyer sur des comportements. Comment la personne priorise, comment la personne décide, comment la personne communique. Ce pas des choses qu'elle va affirmer, mais ce sont des choses qu'elle a décrites réellement. Donc en fait, votre scorecard, là je vous ai mis un petit exemple pour la compétence gestion des priorités, on a encore les différents scores de 1 à 5 en disant, OK, pour chaque compétence, quels sont les éléments que j'identifie, ça c'est faible, ça c'est intermédiaire ou ça c'est élevé. Encore une fois, ça donne des exemples précis. La situation vécue, le contexte, les actions, le résultat, on détaille l'exemple et du coup, on a une évaluation qui est ultra fiable. Encore une fois, c'est plus vous allez mesurer avec la scorecard un niveau de maîtrise élevé par rapport à un poste, vous évaluez quelque chose de solide. C'est pas une valeur absolue, mais c'est une adéquation entre ce que le candidat est en train de montrer et ce que le poste exige. Encore une fois, on peut avoir des candidats qui sont compétents, mais qui ne correspondent pas aux exigences du poste. Et donc, c'est en ça que la scorecard et donc l'entretien structuré permet, encore une fois, non pas
d'émettre des opinions, mais de synthétiser des faits observables et de traduire ça en niveau de maîtrise par rapport aux exigences et aux besoins réels d'un poste. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est vraiment, ça permet vraiment de tout remettre à plat. Là, je vous ai mis un exemple de scorecard. Voilà, c'est une personne capable de penser en thinking on the box. Et ben, on a de 0 à 5, et en fonction de ce que la personne va dire, et ben, on va lui donner une note 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Et ça a un coef 1 par rapport à la globalité de toutes les compétences qu'on va évaluer. Donc après, on fait des petits calculs pour arriver à décider de recruter la bonne personne. Ça, c'est vraiment ce qui vous permet de faire des entretiens structurés les plus solides possibles. Et je terminerai là-dessus. Encore une fois, le recrutement, c'est pas juste un échange, c'est une décision qui a un impact fort sur vous, sur le candidat et sur l'organisation de l'entreprise. Donc humainement, c'est quelque chose qui a un poids émotionnel qui est important. Que lié à ça, on va avoir énormément de biais qui sont dans notre quotidien de toute manière. Et encore une fois, l'idée, c'est pas que les biais existent, mais c'est comment on arrive à cadrer et à contenir ces biais. Et la meilleure manière de cadrer un biais, c'est de se poser plein de questions. Et donc, ces questions, c'est ce qu'on va mettre à plat, justement, dans un scorecard ou dans cet entretien structuré. Parce que les compétences des personnes, elles peuvent pas se deviner. Elles s'observent, elles se questionnent, et il va falloir les confronter, en fait, à des situations concrètes que la personne a déjà vécues auparavant. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre à l'honneur les compétences transférables. Moi, j'ai beaucoup de jeunes étudiants qui me disent, bah ouais, mais moi, je suis junior, je sais rien faire. C'est pas vrai. Tu as fait du bénévolat, tu as déjà fait des stages, tu as peut-être fait de l'alternance, tu as peut-être aidé tes parents, peut-être que tu fais des choses au quotidien, un sport, quoi que ce soit, qui t'ont donné des compétences, une capacité à. Et donc, c'est d'expliquer comment tu fonctionnes dans ces situations. Ça veut dire que dans une situation similaire, tu vas utiliser ces mêmes compétences. Et donc, c'est ça qu'on va analyser. C'est pas le fait que tu aies déjà fait à l'identique la même chose. Non, ce que je vais analyser, c'est ton comportement qui va me garantir que tu vas être capable de gérer certaines choses. Et donc ça, c'est ce qui permet vraiment, en tout cas, de sécuriser un entretien et de prendre les meilleures décisions qui soient, et de mettre tout le monde d'accord parce que le cadre est le même pour tout le monde. J'étais très bavarde, je suis désolée. C'est des formations, d'habitude, je donne ça sur au moins une journée pleine sur les entretiens structurés parce qu'effectivement, il y a énormément de thématiques et de choses à mettre dedans. En tout cas, merci pour votre attention et votre engagement tout au long de ce webinaire. Si vous avez des questions, je reste à l'écoute avec grand plaisir. Je sais que certains ont dû partir un petit peu avant. Mais, Question, s'il vous plaît. oui, Merci déjà pour cet exposé. C'était très détaillé, très enrichissant. Euh, euh, je trouve ça super. Juste comment on fait quand on se retrouve avec des candidats qui ont quand même des profils très différents. Certains, par exemple, qui vont être juniors et d'autres plus seniors et qui peut-être viennent d'industries différentes pour faire le métier ou quelqu'un qui viendrait d'un autre métier pour atterrir dans le nôtre, etc. En tant que manager, comment je fais pour leur poser vraiment les mêmes questions? Alors, j'entends que c'est pas à la virgule près, euh, mais pour que ça colle en fait avec lui, parce que forcément la conversation va être un peu différente. on est vraiment, même si l'échange est un peu différent, ce que l'on va juger, c'est vraiment de la compétence. Donc, c'est-à-dire que peu importe que votre candidat, il vienne de secteurs d'entreprise totalement différents, l'idée, c'est que vous voulez voir, c'est est-ce que cette personne, je sais pas moi, vous cherchez quelqu'un qui est capable de communiquer à l'oral ou encore une fois, de gérer des conflits, et ben, c'est de lui dire à quelle occasion cette personne a déjà géré des conflits et comment, donc quel est le contexte, comment elle s'y est prise et quel résultat elle a obtenu. Et donc, en fait, c'est peu importe les postes précédents, peu importe les expériences précédentes, c'est cette compétence-là que je veux juger. Et donc, normalement, parce que cette compétence, elle est essentielle au poste, à la mission que vous avez à réaliser. Donc, même si les candidats viennent de secteurs totalement différents, c'est la compétence qu'on juge. Parce que cette compétence, ils l'ont forcément développée à un moment donné de leur parcours.
Donc, on a quelqu'un qui a peut-être développé cette compétence dans le bénévolat, d'autres qui a développé une compétence parce que c'était une entreprise du même secteur, ou une autre personne qui a développé cette compétence parce qu'elle était à son compte avant et donc elle a développé cette compétence à ce moment-là. Et donc, dans la question comportementale, on va simplement lui demander, c'est racontez-moi une expérience où vous avez dû faire face à telle et telle chose. Encore une fois, le candidat est libre de sortir l'expérience qu'il souhaite pour arriver à exposer justement cette compétence. D'accord. C'est là où souvent, quand on est en entretien, on a tendance à dire parlez-moi de votre ancien poste. Et donc, on est contraint dans cet ancien poste avec les compétences qui sont dans ce poste et que c'est difficile pour les candidats de montrer qu'il y a peut-être de la transversalité. Moi, j'ai vu des candidats qui avaient un très joli CV, nous racontaient de très belles histoires sur le CV, mais on sentait à un moment donné qu'il y avait autre chose. Je dis, mais il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Et le candidat, il est resté stoïque. Je dis, oui, il y a quelque chose qui n'est pas sur votre CV et que vous ne vous autorisez pas à me raconter. Je sais pas, je me dis pas comment j'ai senti, j'ai une intuition. Et il me dit, bah oui, j'ai été entrepreneur, je l'ai pas mis sur mon CV. Et en fait, j'ai commencé à lui dire, ben là, du coup, à quelle occasion vous avez fait ci, à quelle occasion. Et là, il s'est ouvert parce qu'il s'est autorisé à raconter quelque chose qui sortait du CV. Et encore une fois, c'est la question comportementale permet ça, en fait. C'est-à-dire que peu importe à quel moment la personne a fait ça, si elle l'a fait, ça veut dire qu'elle peut le reproduire ailleurs. Merci Nicolas. Le plus dur étant toujours de trouver les premières compétences qu'on veut, qui sont indispensables. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir. Oui, une question, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment très très bien. Combien de temps vous mettez pour construire tout ça jusqu'à l'entretien? Il faut compter, je sais pas, plusieurs jours, j'imagine, Oui, alors avec ça les dépend managers. si on a l'habitude ou pas. C'est vrai qu'il faut déjà avoir le temps avec le manager de se poser. Le plus dur étant de faire le point sur la mission. On a souvent tendance à vouloir recruter à l'équivalent de la personne qui est partie ou qui occupait le poste avant, alors qu'en fait, l'entreprise, le contexte, les enjeux peuvent avoir changé. Et donc se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est indispensable dans mon service pour que les missions qu'on me demande de réaliser soient faites. Et donc se dire, OK, et c'est ça qui prend souvent le plus de temps, c'est de demander au manager de véritablement se poser sur de quoi il a besoin aujourd'hui pour être performant. Alors, il y a des trames qui existent que les RH peuvent mettre à disposition des managers pour les aider à se poser les bonnes questions en disant OK, est-ce que ça c'est indispensable, est-ce que ça c'est essentiel, et au fur et à mesure on fonctionne un peu en mode entonnoir, c'est-à-dire que la personne va me dire que tout est important et au fur et à mesure on arrive à recentrer et on arrive peut-être sur 3-5 missions qui sont vraiment indispensables, et pour chaque mission on va déterminer la compétence. Après il y a des grilles qui existent, des listes en disant OK, pour tel type de compétences, voilà les questions types qu'on peut poser en entretien structuré, parce que forcément au bout d'un moment on a l'habitude d'en faire, et donc on a un peu nos boîtes à outils de recruteurs en disant OK, telle compétence et telle question qui va me permettre de valider que la personne l'a. Au départ, quand on l'a pas, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Donc à partir qu'il faut quand même 1 à 2 journées quand même pour bien travailler ça, et pour se poser les bonnes questions. Après, en une demi-journée, ça peut être fait une fois qu'on a les outils qui sont existants. Mais le plus dur, c'est d'avoir la réponse du terrain, donc du manager. Ça, clairement, c'est la partie la plus dure. Merci, Edouard. Et on le voit notamment quand on a des offres d'emploi qui sont beaucoup trop longues. Alors, j'aime bien les offres d'emploi longues parce qu'elles sont détaillées, mais quand c'est une liste à la Prévert de plein de compétences, de plein de choses que la personne sait faire, là, ça veut dire que l'entreprise n'a absolument pas travaillé sur ses indispensables et a mis sa liste au Père Noël. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué et ça peut porter préjudice. Et on le voit, le taux quand on voit le taux de turnover dans les entreprises ou le taux d'échec dans les recrutements, bon, c'est un signe.
Alors, une autre question, j'ai l'impression qu'elle est bête, ma question, mais je la pose quand même. Est-ce que, et du coup, vous avez le temps de prendre toutes ces notes pendant l'entretien, est-ce que c'est pas déstabilisant pour vous de, voilà, parfois d'avoir des pauses pour prendre les notes dans la relation, dans la fluidité de l'entretien? Parce que c'est énormément d'informations finalement que vous collectez. Du coup, est-ce que vous êtes avec un PC, mais du coup avec le portable qui fait écran quelque part, une distance, ou alors plutôt une tablette? C'est hyper concret et matériel, mais voilà, c'est comment ne pas alourdir, on va dire, l'entretien et mettre une distance supplémentaire pour prendre toutes ces notes? Alors, moi, j'ai toujours fonctionné avec mon Mac, j'avoue, donc avec PC. Quoique avant, j'étais en format papier, avant de tout. Mais c'est vrai qu'après, j'ai tout passé par ordinateur parce que je tape avec mes 10 doigts, donc ça va assez vite. Et puis, il y a l'IA, hein. Il y a l'IA qui peut aussi enregistrer ce que le candidat dit. Et qui peut, vous pouvez aussi programmer des outils pour que l'IA repère en fonction des questions que vous posez, des compétences et donc la structure star ou la structure car dans les réponses du candidat. Donc ça, après, vous pouvez développer vos propres outils IA qui permettent d'automatiser et de structurer. Donc vous allez prendre, même si dans ces cas-là, vous pouvez être sur tablette, juste des points clés ou des mots-clés que vous allez noter, parce qu'on ne va pas noter mot à mot tout ce que dit un candidat, on va juste noter quelques mots-clés pour avoir la structure de la réponse du candidat. Mais vous pouvez aussi vous faire épauler d'une IA. Moi, je l'ai fait il n'y a encore pas longtemps avec une entreprise industrielle. On a automatisé énormément de choses avec de l'IA et notamment les entretiens pour que l'entreprise ait sur papier ou sur tablette les questions qu'elle veut poser au candidat. Elle peut prendre quelques notes, mais à côté, il y a l'IA qui enregistre et qui va aussi servir de comparateur entre ce que le recruteur a entendu noter et ce que l'IA a entendu et noté aussi. Donc, ça peut aussi aider dans la prise de décision au final. Bon, ça demande un peu plus de temps à travailler avec l'outil de l'IA, quoi, forcément. Mais moi, sinon, je suis beaucoup ordi, mais vraiment, je donne des réponses, enfin, je note les mots-clés. C'est-à-dire que moi, souvent, entre mes mots, il y a des petites flèches pour avoir la logique, avoir la suite logique du candidat lorsqu'il répond aux questions. Ce qui évite d'avoir des phrases ultra longues à lire, quoi. Des fois, on peut avoir l'impression que j'écris en morse, mais en fait, pas du tout. Après, c'est aussi à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, hein. Si vous êtes à l'aise avec un crayon, avec un ordi, avec une tablette, enfin, ça met pas forcément de distance. Après, encore une fois, dès lors que vous posez le cadre au démarrage avec le candidat et que vous lui expliquez que pourquoi vous êtes venu avec un ordinateur, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui va rassurer. Dire à un candidat qui participe, et vous pouvez le mettre dans les annonces, hein, qu'ils auront des entretiens structurés, c'est quand même très rassurant pour un candidat qui sait où il met les pieds et qui arrive aussi en meilleure disposition parce qu'il sait que l'entretien va se passer autrement que dans d'autres entreprises. Et par rapport à l'IA, est-ce que je savais pas qu'on avait le droit d'enregistrer en fait, parce que du coup l'IA va enregistrer. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose de, il Bah, il faut faut l'annoncer, l'autorisation. il faut Ouais, l'autorisation? faut l'autorisation, il faut l'annoncer au démarrage de l'entretien. Soit vous le précisez lorsque le candidat postule et que vous enregistrez son CV, sa candidature dans l'ATS, donc dans le logiciel de recrutement, vous pouvez très bien demander au candidat de cocher qu'en cas d'entretien, l'entretien sera enregistré et traité par l'IA et indiquer le temps que vous gardez les données. Typiquement, moi, je sais que chez mes clients, on essaye de supprimer les données tous les mois. Donc, c'est-à-dire que quand on démarre une phase d'entretien, elle ne doit pas dépasser un mois parce que sinon, les récaps d'entretien disparaissent. Donc, Merci beaucoup, Amélie. Je pense que on peut en parler, comme tu disais, toute la journée, mais le temps est compté pour tout le monde. Donc, bah, merci pour tous ces détails. Il y a certainement d'autres webinaires sur le sujet pour aborder d'autres thématiques.
Et peut-être qu'il faudrait qu'on pense à faire une journée complète avec un enchaînement. Là, faudrait le marathon du recrutement. 24 heures. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous là qui êtes restés jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour de prochains webinaires avec Amélie et d'autres. Et regardez vos boîtes mail parce que jeudi, vous allez recevoir la prochaine newsletter avec justement tout l'agenda et des informations sur les événements des mois à venir. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Stéphane, Et à merci bientôt. Amélie. Merci, Merci beaucoup. Salut. excellente journée, au revoir. Ciao. Allez, à Au bientôt. revoir.